Le ragoût de mon toutou, j'en suis fou. Ragoût de tout, le ragoût de mon toutou, j'en suis fou. C'est bien, c'est bien. Assis, c'est bien, Léa. Pas mal du tout. Un beau début même. Mais il faut donner votre ordre plus fort, plus sec. C'est votre voix qui l'encourage. Qui fait de vous le maître. Pousse-toi. Léa au pied. Léa, attaque. Oui. Allez, c'est bien, oui. Allez, encouragez-le, oui. C'est bien, mon bébé, c'est bien. Vas-y, mords-le. Allez-y, donnez, encouragez-le, oui. Vas-y, mords-le. C'est bien, ça, c'est bien, Elisabeth, oui. C'est bien. Donnez-lui des ordres. Mords-le. Vas-y. Oui, plus fort. Mords-le. Oui, là, oui. Encore. Allez-y, prenez-le. C'est bon. T'aimes ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Encore, c'est bon. C'est bien. C'est bon. Encore. Oui, c'est bon. Encore. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. Oh, il est mignon, le toutou. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. Il est gentil, le toutou. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah, nom de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon genre. Bon. Quel genre d'animal désirez-vous louer? Vous faites un choix à la télé, un film ou une pub? Sachez que nous avons ici le plus élégant gorille qui soit sur le marché. Il a tourné de grands documentaires. J'ai un problème. Vous avez un problème? Ça me connaît, croyez-moi, les problèmes. Regardez. Voilà le grand ennemi. Avoir passé 40 ans et plus à dresser des animaux pour le spectacle et devoir supporter d'être remplacé, foutu au rencard, par des morceaux de tôle qui vous observent avec des clignotants rouges. Vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non. Si un jour vous en avez, je vous prédis qu'à leur majorité, même les animaux auront disparu. Monsieur Carothers. Est-ce que vous avez vu 100 $ pour un shérif? Vous vous rappelez quand John Wayne se baisse et plonge la main dans un trou rempli de serpents à sonnette? Ce qu'on voyait à l'écran, c'est cette main-là. C'est grâce à elle, en quelque sorte, que le Duke a gagné l'Oscar. J'ai un problème très grave. Ah, très bien, je vous écoute, allez-y. Je voudrais que vous le dressiez. En fait, il faudrait, lui, désapprendre une mauvaise habitude qu'on lui a inculquée. C'est un attaquant. Oui. Oui. Eh oui. Un de mes amis a eu un berger allemand pendant 8 ans. Il vivait avec lui. Il dormait avec lui, chassait avec lui, pêchait avec lui, je quittais jamais, quoi.
Et puis un jour, le chien a sauté à la gorge de mon ami et la lui a déchiqueté. C'était un ancien chien d'attaque. Faites quelque chose pour lui. C'est inutile. Pourquoi? Personne ne peut ôter une habitude de la tête d'un chien. Mais il y a sûrement un moyen, un organisme spécialisé. Ça doit bien exister quelque part. Ah oui, ça existe. Où? J'ai connu un type dans le temps. J'ai oublié son nom. Il est peut-être bien mort maintenant. Vous êtes mon dernier recours. Si vous ne faites rien pour mon chien, on le tuera. Il le faudrait. Il le faudrait, mademoiselle. Je vais vous donner un conseil d'ami. Conduisez tout de suite ce chien à la fourrière, croyez-moi. Quand vous l'aurez retiré de la circulation, vous dormirez certainement mieux et beaucoup de gens aussi. Je ne peux rien faire pour un chien d'attaque qui tourne mal. Ah, je suis vraiment désolé. Il va me tuer! Il va me tuer! Oh, Michel! Michel! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonsoir Antonin. Salut les kids. Je dis bonsoir puisque nous sommes le soir déjà premièrement. Et alors que d'habitude on enregistre à 8h du matin. C'est ça exactement, alors qu'on est frais et disponible. Et puis c'était pour marquer le coup puisque c'est notre retour. On a beaucoup de choses qui vont marquer le coup dans cette émission. C'est notre retour dans les studios de Canal B. Vraiment, là on est dans les studios, on est avec des vrais micros, avec des machines. On a un masque, on a 5 couches d'aluminium sur nos micros tout pour le son éviter peut-être un peu particulier de tout ça. Et pour marquer tout ça, on a décidé de faire une émission un peu particulière aussi. On va tenter de ressusciter une émission. L'une de ces rares émissions que nous avions perdues suite à des problèmes de machines, Skynet et tout le tremblement, vous connaissez tout ça. Hein. Une émission que nous avions faite il y a 3-4 ans peut-être. Oh, plus que ça. Plus que ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, il me semble. Ouais. Eh bien, écoute. On est vieux, Étienne, tu sais. Terrifiant. C'est vrai qu'on a fêté donc 15 ans quand même cette année. Et c'était l'occasion justement de tenter ce genre de choses. J'espère que tout va bien se passer. Nous avions donc fait, il y a au moins 4 ou 5 ans peut-être, une émission consacrée au cinéma de chiens. Et c'était une émission formidable, évidemment. Évidemment. D'autant plus formidable qu'elle a été perdue et du coup il y a toute une légende qui s'est créée autour de cette émission, comme quand on avait redécouvert des films de chiens qui étaient complètement fous. Je crois qu'elle traîne sur le dark web. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Et même nous on n'a pas pu l'entendre. Et on va donc tenter ce soir de reproduire cette espèce de magie qui s'était créée ici même. D'ailleurs c'était dans le même studio de Canal B. Je crois qu'on l'avait fait. C'est là que ça avait déconné. Et donc on espère encore une fois que ça va pas déconner à nouveau, que la malédiction va pas s'abattre. Je parle peut-être dans le vent, peut-être que rien de ce que je dis sera enregistré, mais en tout cas on reviendra. Et là l'occasion s'est présentée à nous puisque Les Chiens d'Alain Gessua, le film qui nous avait poussé un petit peu à faire cette première émission il y a quelques années, ressort enfin en DVD Blu-ray dans la collection de Jean-Baptiste Thorem avec Maïdé, et du coup c'était l'occasion rêvée pour refaire tout ça. On parlera bien évidemment donc du coup des chiens d'Alain Gessua, mais avant ça, il était question de revenir sur ces films dont nous voulions parler il y a quelques années. Entre-temps, il y a d'autres choses qui sont sorties. Je dis sorties. Hein. Ouais. D'autres choses qui sont sorties quand même. C'est vrai que j'aurais bien aimé dire juste un petit mot, alors c'est juste en termes d'information, sur les quelques sorties qu'il y a pu y avoir depuis notre émission. De Chien Movie. De Chien Movie. La première, c'était l'Appel de la forêt. Il y a eu 2 Appels de la forêt qui sont sortis
depuis, au cinéma d'abord avec Harrison Ford et Omar Sy, et je suis resté 1 heure devant ce film et c'était j'ai arrêté. Et puis dernièrement, Rimini a ressorti la version des années 70 avec Charlton Heston. Alors j'ai oublié malheureusement le nom du réalisateur parce que j'ai très très bien travaillé pour cette émission malgré tout. Je me suis dit, on l'a fait il y a pas longtemps, je vais la refaire tranquillement, pas de problème. Et qui valait vachement plus la peine et que je conseille à tout le monde. Vous la retrouverez très facilement. C'est donc chez Rimini, Charlton Heston, L'appel de la forêt. Années 70, et qui pour tous ceux qui ont vu la version avec Harrison Ford vont être un petit peu déstabilisés, puisque là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus cru et beaucoup plus dur, et on voit des carcasses de chevaux sur le chemin, c'est des vrais chiens, c'est là où on rentre un peu dans le cœur du sujet, puisque c'est vrai que le scandale de L'appel de la forêt avec Harrison Ford était à mon sens tout à fait justifié. C'est vrai que c'est scandaleux de faire un film avec un personnage principal, un chien, et que ça soit un personnage numérique auquel on ne croit absolument pas. Ça se discute. Alors on n'a pas le temps, donc on va pas rentrer dans ces discussions-là. Mais ce qui ne se discute pas, c'est le fait que ce qui ne se discute pas, c'est que le film est nul. Ça c'est sûr. Le film est nul, et je pense que c'est en grande partie à cause du fait que les personnages principaux sont des bêtes et qu'on ne croit pas en ces bêtes. Voilà. C'est le grand souci. C'est pas l'appel de la forêt normalement, le titre original, c'est Call of the Wild, l'appel de la nature plutôt. Voilà. Et cette nature, on n'y croit pas du tout en fait dans le film, dans le dernier film. Alors que justement, c'est quelque chose qu'on retrouve. Par contre, et je le conseille, du coup, le film qui est sorti chez Rimini, on retrouve vraiment ça pour le coup. Il y a une rudesse, il y a quelque chose de sec dans le film avec Charlton Heston qui fonctionne vraiment très très bien en fait. J'ai pas vu la version, je l'admets, de William Wellman avec Clark Gable qui date des années 30 je crois. Je suis convaincu que c'est encore plus rude, mais voilà, cette version avec Charlton Heston valait vraiment la peine. Il y avait encore autre chose parce que pour préparer cette émission, je dis on fait une émission sur les chiens, je vais bosser encore plus, je vais aller encore plus dans vraiment le cœur du sujet, et hier soir j'ai fait un effort monumental, j'ai osé regarder l'adaptation d'Yvan Attal de Mon chien stupide de John Fante. On avait dit qu'on n'avait pas le temps, et je fais rapide, je sais qu'on n'a pas le temps, mais je fais rapide, c'est juste pour déconseiller aux gens de voir ça. Mais par contre, jetez-vous sur Mon chien stupide de John Fante, lisez le roman de John Fante qui est merveilleux, qui est l'histoire de John Fante, qui est post-Hollywood, post-scénariste, qui est enfin installé dans sa maison, qui avec ses enfants qui sont des parasites, et qui évidemment est déprimé, et qui trouve que tout ce qu'il fait c'est de la merde, et qui est mauvais, c'est quelqu'un de mauvais, qui aspire à un minimum de tranquillité, qui a quelques souvenirs, quelques nostalgies, d'endroits qu'il ne connaît même pas d'ailleurs, mais voilà, qui vit comme ça, et puis qui trouve l'espoir du monde en effet dans une bête immonde, qui correspond à tout ce dont il aurait besoin. Et Yvan Attal en a fait un film français, et c'était abominable. Donc je le déconseille profondément. J'ai passé un moment assez désagréable, mais qui m'a donné envie de relire John Fante. Donc voilà, je voulais démarrer l'émission là-dessus. Mais ce qu'on avait fait, nous, la première fois, et ce qu'on va recommencer encore aujourd'hui, puisque depuis on n'a pas parlé de ces films-là, c'est parler de 2 films un peu particuliers qui rentraient dans notre corpus de films de chiens. Je crois que ce qu'on avait dit aussi la première fois, c'est qu'on avait envie de faire cette émission parce qu'on avait l'impression que le chien, en règle générale, était abordé dans le cinéma, notamment américain, comme l'animal le meilleur ami de l'homme, justement, en fait. Et surtout comparé à un chat. Et c'est vrai que si on prend la quasi-totalité des films américains, notamment, encore une fois, où sont abordés les chiens et les chats, le chat passait pour un être maléfique, et puis le chien pour quelque chose de merveilleux. Même pour des films très très bons, je pense à des films comme Babe ou des choses de ce genre, le chat, évidemment, quelque chose de maléfique. Et nous on était attirés par ces quelques films de chiens, il y en a quelques-uns quand même, mais quelques films de chiens où en effet le chien était montré dans son aspect le plus dangereux, entre guillemets, mais pas que, c'était le plus complexe en tout cas. Complexe, et surtout en tout cas quitter un petit peu l'anthropomorphisme un petit peu béat dans lequel se vautrent beaucoup de films hollywoodiens, dans lequel le chien recueille en tout cas les attributs de l'humanité, en tout cas, et dans son sens le plus noble, et souvent on a affaire à ça. Donc nous évidemment on est des petits pervers, et donc on est plutôt intéressé par les films où les chiens, au contraire, même si la question de l'anthropomorphisme
l'anthropomorphisme est central, ont plutôt les attributs les plus négatifs, ou en tout cas qui correspondent à la part de l'humanité la plus noire, quoi. C'est ça. Et bon, et on va pas faire une liste de films, hein. On s'était limité à 3 films justement il y a quelques temps, donc Les Chiens de Jesua, et 2 autres films qui étaient Dressé pour tuer, White Dog de Samuel Fuller, et le Baxter de Jérôme Boivin. Baxter de Jérôme Boivin qui depuis il y a à peu près un an, hein, est sorti en Blu-ray aussi chez Studio Canal, donc il est disponible aujourd'hui très facilement. À l'époque c'était un peu compliqué quand même de le retrouver, il était sorti en DVD, mais bon. Donc je propose de démarrer par ce Baxter justement, très rapidement encore une fois, hein, mais parce que ça a été pour moi, c'est terrible parce que j'ai l'impression, même si c'était il y a 5 ans, de répéter des choses. C'est vrai que c'est un truc qui ne fonctionne pas. Baxter, c'est un film de Jérôme Boivin qui date de la fin des années 80. Coécrit avec Jacques Audiard et Jérôme Boivin, dont c'était le premier long métrage. Il avait fait un court avant, qui avait bien fonctionné, qui avait eu des prix dans les festivals, et puis paf, il s'est lancé dans un long métrage. Donc on est en 89. Et ce long métrage, Baxter, du coup, a eu quelques prix, hein, je crois, dans les festivals, justement, a bien fonctionné. Surtout, il a eu une affiche, il a eu une jaquette. Moi, enfant, début des années 90, l'un de mes rares passages en vidéoclub, j'ai pu voir cette affiche de Baxter que j'ai trouvé fascinante, enfant. Donc c'est Baxter sur un fond rouge allongé comme s'il posait, avec juste cette petite tagline: méfiez-vous du chien qui pense. Et juste à côté, il y avait l'affiche de Kenny. Ce film que tout le monde a oublié aujourd'hui, et à raison, c'est pas un film formidable. Kenny, c'était l'histoire de ce jeune garçon cul-de-jatte qui faisait du skate à Los Angeles. Et ces 2 films, voilà, j'ai vu ces affiches-là, elles m'ont profondément marqué. Profondément. C'était mon premier passage dans un vidéoclub, et j'en ai eu très très peu à l'époque. Et j'ai dû attendre 10 ans, voire plus encore, pour les voir pour de vrai, ces films. Et j'ai vu en premier, je crois, Kenny, justement. Et j'étais extrêmement déçu, le film était assez chiant, alors faut peut-être que je le revoie aujourd'hui, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai un mauvais souvenir de ma première vision de Kenny, 10 ans plus tard, avec tout le désir que j'avais dans Kenny. Un désir absolument pur, rappelons-le. Complètement. Et puis, très peu de temps après, j'ai pu enfin voir Baxter, de Jérôme Boivin, qui est on va en reparler, hein, mais dans voilà, une frange un peu particulière du cinéma français quand même. Et là, pour le coup, Baxter, j'ai pas été déçu. C'est loin d'être un film parfait, mais j'ai pas été déçu. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, je me suis retrouvé face à un objet qui est influencé par le Winchester 73 d'Anthony Mann, où on va avoir un chien qui passe de propriétaire en propriétaire, avec en voix off tout ce que ressent le chien, mais vraiment, alors même si c'est dit avec le langage d'un homme et l'intelligence même quasiment d'un homme, mais avec l'instinct du chien en fait. Ce qui donne quelque chose d'assez particulier qui pourrait ressembler aussi au monologue, enfin au récit des Dents de la Mer dans le roman des Dents de la Mer, avant que ce soit adapté par Steven Spielberg. Merci de m'aider. je l'avais plus là, le nom. Là. Il y a quelque chose d'assez particulier, et c'est vrai que dans le cadre du cinéma français en particulier, mais même du cinéma en général, c'était le genre d'objet que j'avais jamais vu. Et là, pour le coup, c'est un objet qui m'avait un peu marqué quand même quand je l'ai vraiment découvert 10 ans plus tard, 10 ans après avoir vu cette affiche. Et rien que pour ça, en fait, déjà, je garde un souvenir ému de ce Baxter, mais en l'ayant revu pour cette émission il y a 5 ans, parce que du coup je parle de mes souvenirs encore une fois, je me suis dit que Baxter, même si c'était loin d'être un film complètement loin d'être parfait, mais complètement abouti, il se passait vraiment quelque chose. Et on parlera de Jesua tout à l'heure, j'aurais peut-être dû parler de Jesua avant, mais il prolongeait quelque part en fait justement une espèce de cinéma français qui a disparu, je pense, aujourd'hui, même si certains tentent de faire croire qu'il réapparaît, mais ce cinéma qui se veut populaire, complètement populaire, complètement de genre, même si on est dans un espace un peu particulier avec Baxter, mais c'est le genre de truc qu'on retrouvera plus tard avec d'autres cinéastes, comme Audiard qui participe au scénario par exemple, et comme on avait avec Jesua avant, ce cinéma du milieu un petit peu justement qui
veut aller dans qui veut expérimenter des choses en fait, qui a la tentation, vraiment l'envie de montrer quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, tout en étant généreux en fait. Ouais, moi je suis carrément pas d'accord pour le coup que Baxter s'inscrive là-dedans, parce que effectivement on reparlera de Jesua tout à l'heure, mais Jesua c'est quand même quelqu'un qui s'inscrivait dans un cinéma un petit peu du milieu, comme on dit, en bossant avec vachement de stars et compagnie, alors que dans Baxter on est quand même directement dans une proposition hyper marginale du cinéma français, qui avait fait parler un tout petit peu d'elle, mais dans un cercle hyper restreint à l'époque, il me semble. Moi je l'avais pas vu à l'époque, mais j'ai le souvenir de ce truc-là. Et clairement, par contre, je pense que même en termes formels, on est dans un truc qui moi m'intéresse, parce que clairement, on est dans un cinéma français qui clairement est une veine relativement qui a tendance à un petit peu à se tarir, dont Jesua est un des imminents représentants, et dont des gens comme Boisset ou Serge Leroy ont été aussi des représentants, c'est-à-dire un cinéma non pas du milieu, j'ai envie de dire, mais un cinéma de la marge, ou en tout cas qui était dans un cinéma de genre, en tout cas, ce qui veut pas immédiatement dire un cinéma populaire. Là par contre Baxter, là où il me paraît absolument fascinant, et en tout cas moi je l'ai regardé non pas en étant complètement immergé dedans, mais vraiment avec un pur regard d'historien, en me disant mais c'est incroyable, c'est vraiment le terreau d'où va naître, par exemple, tu l'as cité, mais Gaspard Noé, et ou même Dupontel, quoi. En tout cas tout un cinéma des late 90s, quoi, en tout cas ou un moment où il y a eu toute une volée de cinéastes qu'on voulu explorer un cinéma hyper nihiliste, hyper misanthrope, qui a vraiment fait date, en tout cas, et surtout à travers Noé et peut-être Dupontel aussi, mais particulièrement Noé, parce que moi quand je regarde Baxter, je ne peux que penser, par la structure évidemment d'un monologue intérieur, on pense à Seul contre tous, et là on est dans un truc aussi d'un cinéma français qui est dans un amour de la langue, en tout cas littéraire, très célinien, j'ai envie de dire, où on est dans cette sorte d'amour de la langue, du monologue, d'une vision du monde extrêmement misanthrope, qui s'inscrit dans un côté très français, qui serait vraiment une vision de l'humain, qui est très, on pourrait inscrire ça, dans la lignée de Céline, quoi. Et clairement, bon, moi je trouve que le film, par rapport à Seul contre tous, il ne tient absolument pas la route, parce que moi, j'ai clairement un problème aussi avec cette vision du monde-là. Moi, c'est quelque chose qui peut me gêner chez Gaspard Noé de façon générale, c'est ce côté très nihiliste que je trouve très adolescent, et qui est très propre aux années 90 aussi. N'oublions pas que, culturellement, les années 90, c'est vraiment ça, hein. C'est les années du grunge, c'est les années où penser que l'humanité était dégueulasse, c'était un petit peu une sorte de vogue culturelle assez importante. Et moi, clairement, j'ai un problème avec ça, parce que je pense que voilà, dans le cinéma, à la fois on peut avoir cette vision là, mais il faut pas oublier de filmer aussi, d'avoir un côté un petit peu ambivalent par rapport à ça. Et moi dans Baxter, quand je regarde Baxter, tout comme quand je regarde Seul contre tous, je me dis, il y a cette sorte de provocation adolescente, de position hyper confortable, nihiliste et absolument misanthrope, que évidemment je ne peux pas m'empêcher de trouver beaucoup trop confortable. Mais Baxter est beaucoup moins agressif, par exemple, que Seul contre tous, parce qu'il va beaucoup plus rechercher justement une forme d'humanité. Il y a ce décalage justement du fait que ce soit un chien. Oui, au final, il y a peut-être ça, mais je pense que là où le bas blesse, c'est qu'effectivement Baxter est pas très très bien réalisé. Et pour le coup, c'est vrai que c'est marrant quand tu regardes ça et que tu as toi-même vécu ton adolescence dans les années 90, tu vois une sorte de valeur documentaire du truc, mais par contre il lui manque sûrement une sorte de stylisation qui donne la force, complètement, qui reste un objet qui justement est fascinant parce qu'il va jusqu'au bout complètement, parce qu'il est agressif complètement de façon littéraire, j'ai envie de dire, parce que Seul contre tous, c'est un texte qui est quand même d'une valeur littéraire, moi je trouve assez hors du commun en termes d'agressivité, et en termes formels, il y a quand même une sorte d'adéquation totale formellement, parce que Seul contre tous est vraiment formellement hyper agressif. Il obéit quand même toujours à cette même de vue d'une banlieue pavillonnaire, d'un truc qui va explorer une sorte de frange
frange de l'humanité, classe moyenne, et en ayant en vraiment pointant du doigt ou le scalpel sur les petites hypocrisies du quotidien, qui là-dedans n'est pas assez stylisé pour ne paraître juste qu'une sorte d'appui un petit peu faible par rapport au texte d'Audiard, qui, même si ce n'est pas un cinéaste que j'aime bien, a de toute façon une qualité de littéraire assez forte, quoi. Enfin, en tout cas, en termes d'efficacité. Mais par contre, là, dans le film, dans l'état actuel, je me dis, bon, moi, ça m'apprend pas grand-chose sur les chiens, par exemple. Je sais que j'ai ce rapport-là par rapport à ce désir que j'ai eu pendant très longtemps et la non-déception que j'ai pu avoir suite. Et je suis désolé, je te coupe, mais parce que je me dis, il va falloir qu'on passe, si on veut parler de Jeshua après, parce qu'avant Jeshua, on voulait parler quand même, et moi c'est un truc qui me tient à cœur, même si on le fait rapidement, de Dresser pour tuer, White Dog, de Samuel Fuller, un film de 82, qui est parmi ces films le seul encore aujourd'hui indisponible. Alors ça se trouve, c'est un grand mystère. Dans 5 ans, on refait une émission, et puis enfin on pourra... celle-ci va disparaître encore et puis on pourra la refaire dans 5 ans. White Dog est disponible en effet aux États-Unis chez Criterion, en Angleterre c'est pas chez Arrow mais c'est chez Eureka, je crois qu'il est disponible. Bon bref, en Blu-ray, des belles copies, mais en France, alors qu'il était chez Canal avant, il n'est pas encore disponible. Il est ressorti en salle, comme tu me le disais, il y a en 2014. Voilà, c'est ça. Qui date de 82, donc qui est adapté d'un roman de Romain Gary, qui est très différent quand même, enfin très différent, qui s'éloigne pas mal, en tout cas, du roman de Romain Gary, qui date de 68-69, je crois, où Romain Gary écrit vraiment un roman, autobiographique avec sa femme Jean Seberg, vraiment dans cette époque 68 justement, Black Panthers aussi, et où le chien finalement à peine la moitié de la place dans le roman, que je conseille à tout le monde parce que déjà c'est extrêmement bien écrit et puis voilà, ça vaut vraiment la peine. Là, Fuller en 82, il s'éloigne très largement. On récupère quand même un personnage principal qui est une actrice, mais justement réadapté dans cette époque du début des années 80. Mais on oublie justement ces mouvements politiques qui vont autour en fait, et ces mouvements sociaux qui prenaient beaucoup de place dans le roman de Gary en fait. Et pour se concentrer principalement sur le sujet qui serait du coup ce chien vraiment qui a été dressé pour attaquer les Noirs, et comment, parce que ça arrive assez vite quand même dans le film, au bout une demi-heure, 3/4 d'heure, on va essayer de lui faire oublier, à la façon d'Orange Mécanique, de lui faire oublier en fait son dressage en fait, et de lui faire passer de chien blanc, à savoir attaquer les Noirs, à un chien normal, voilà. Et on va passer beaucoup de temps sur dans cet espace, dans comment on appelle ça, un camp d'entraînement. Ouais, c'est une sorte. Là, ils appellent ça l'Arche de Noé. D'ailleurs, il y a une dimension qui est tenue par Burt Ives. Et voilà, et l'entraînement du chien pour oublier justement ce qu'on lui a déjà appris. Ce qui est absolument fascinant, et en effet, du coup, il y a un rapport à Orange Mécanique qui est pour moi, qui m'a marqué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous a été inculqué finalement? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser, le désapprendre, quitter un conditionnement? Voilà, quitter un conditionnement, exactement. Et puis ça a apporté par la force moi c'est comme ça que j'ai découvert Samuel Fuller en fait. C'est via ce film-là, découvert grâce à la télévision, que j'ai découvert Samuel Fuller, et c'est vrai que je désespère un peu de voir ce film revenir en avant, et comme tu me le disais quand on préparait cette émission il y a à peu près 1 heure à la terrasse d'un café, comment ça se fait que ce film-là n'est pas ressorti par exemple il y a 2-3 ans avec les Black Lives Matter, des choses comme ça. Comment ça se fait que ce film n'est pas revenu en avant, au-delà, même si moi je le vois au-delà du simple fait du racisme, parce que ça va beaucoup plus loin selon moi. Mais j'étais très surpris que ce film ne revienne pas plus en avant. Ah ouais, carrément. Enfin, moi, je trouve que de toute façon, c'est un film qui est exceptionnel. Moi, je trouve, c'est vraiment, et puis c'est d'autant plus exceptionnel ce que tu dis, c'est quand même Samuel Fuller, pour ceux qui seraient pas familiers un petit peu du bonhomme, c'est quand même un vieux de la vieille, quand il fait ça. Parce que c'est un film qui date de 81. 82, c'est un de ses derniers films. Là, le mec, il a commencé dans les années 40 ou même avant la guerre, parce que de toute façon, il a eu une pause entre. Il commence au cinéma après la guerre. Il commence après la guerre. Oui, tout à fait. Relire l'autobiographie de Fuller, un troisième visage, qui était sorti chez Alia. Voilà, il faut lire ça. Je crois qu'il fait des scénarios quand même pour. Il écrit ses premiers scénarios, en tout cas, avant la guerre. Ouais. Il écrit un roman avant la guerre. À la guerre, il reçoit une caméra. Il commence à filmer les camps de Falcano. Voilà.
Et puis, sorti de la guerre, il va commencer vraiment le cinéma. Et là, du coup, c'est quand même j'ai envie de dire, c'est vraiment un vétéran à ce moment-là, quoi. Et ça fait partie. Le film sur de plein de points de vue différents. C'est-à-dire que il pourrait très bien parler, moi, en revoyant justement la séquence qu'on a entendue juste après le générique de l'émission, que je trouve exceptionnelle. On parle en effet d'un attaquant, d'un chien attaquant. Ça pourrait très bien être un soldat en fait qui revient de la guerre. Enfin, la façon dont ce chien apparaît, dont ce chien est traité dans le film, ça pourrait être énormément de choses. Oui, complètement. Enfin, de toute façon, le film, il est complètement habité, en tout cas par la personne de Samuel Fuller, hein, parce qu'on pourrait aussi citer la scène où d'un coup la personnage principale, en fait, le personnage principal c'est le chien, mais la personnage qui le recueille, qui va dans un chenil pour voir l'endroit où on brûle les chiens qu'on vient de piquer. Là, on se dit, bah oui, là, c'est une réminiscence totale de Samuel Fuller qui découvre Falconeau au sortir de la guerre quand il fait la campagne d'Italie. Là, il y a clairement des échos très très forts. Donc en même temps, et ce qui est fascinant, parce que Fuller, évidemment, c'est un réalisateur de premier plan, j'ai envie de dire, dans la cinéphilie, mais de second plan en matière d'industrie hollywoodienne. C'est-à-dire que c'est vraiment un des artisans. Enfin, quand on dit série B, on pense un peu à Fuller, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de la série B dans le sens économique, dans le sens où il faut vraiment aller dans l'efficacité totale. C'est-à-dire que chez lui, de part aussi son apprentissage du journalisme à sensation, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a une façon de vouloir absolument raconter des histoires de la façon la plus juste possible, mais aussi, et ça c'est très important, de la façon la plus punchy possible, c'est-à-dire de la façon la plus captivante possible. Donc il y a ce truc qui est très américain, qui n'existe pas, je pense, en France, c'est-à-dire cette façon d'avoir une croyance éperdue dans le spectacle et d'avoir aussi une croyance éperdue dans la vérité. C'est-à-dire qu'il faut absolument, si on veut véhiculer la vérité, il faut la faire via le spectacle. Et je pense que c'est quelque chose que quand tu regardes White Dog, c'est là où c'est sidérant, parce que le mec était relativement âgé quand il le fait, et tu dis, en fait, ça a rien perdu. Et il le fait quand même à la sauce d'un cinéma quand même qui a presque un pied déjà dans les années 80, de par son esthétique quelque part, son producteur, hein, c'est John Davidson. John Davidson, c'est quelqu'un qui est hyper important, c'est le producteur, c'est l'ancien camarade de John Hante, c'est le producteur de Robocop, c'est un producteur relativement important dans les années 80 et dans les années 90. C'est quelqu'un qui a produit Les As, qui a produit Paul Verhoeven, qui a produit Joe Dante, et qui aussi s'inscrit dans un studio, la Paramount, et qui fait ça et qui a fait un des tas de classiques du film de grands spectacles des années 80. Et j'ai envie de dire, ce film, en fait, il ressemble un petit peu quand même. Il y a aussi ce côté très putassier du côté, vous voulez de la violence, vous en aurez. Vous voulez du sexe un petit Robocop, peu, vous en aurez. En effet, il y a des liens avec Robocop. Complètement. Et c'est vrai que tu as aussi ce côté, voilà, il faut aussi captiver, être touchy, être pas touchy, mais c'est d'être dans le cinéma américain, genre, vous voulez du spectacle, vous l'aurez quand même. Et n'empêche que le film aussi, quand on le regarde bien, ou tel qu'on le reçoit de toute façon, c'est un film qui a une structure qui est complètement presque anti-hollywoodienne, hein, parce que effectivement, on pourrait croire que le personnage principal c'est la nana, mais au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, on la voit quasiment plus, on change de personnage principal. Comme tu l'as dit, c'est une structure un petit peu à la Winchester 73 où on suit plus un objet. Plus pour Baxter, celui-ci, même s'il y a trois personnages, il y a 2-3 personnages principaux, mais c'est vrai que le personnage, comme tu le dis, le personnage principal, ça reste le chien, en effet. Et en fait, t'as quand même ce truc où t'as une césure en plein milieu. Et moi, je trouve le film, je trouve que ce film a ce que j'aime, moi, en tout cas, dans la série B américaine des années 40-50. C'est-à-dire que tu dis, mais c'est incroyable, à tous les moments, il arrive à faire un truc où, sensitivement ou intellectuellement, tu vas être stimulé. Et jamais de façon gratuite, ça sert toujours un petit peu l'histoire qu'il a envie de raconter. Mais en tout cas, tu es toujours stimulé. Tous les plans sont super intéressants. C'est vrai que Fuller, dans beaucoup de ses films de série B, c'est quelqu'un qui a vachement fait des ruptures stylistiques après, avec ce qu'on peut appeler un peu un classicisme, en utilisant beaucoup des effets très accentués de plongée, des effets très accentués de gestion de la lumière ou d'utilisation de la violence. Mais en tout cas, là-dedans, dans le cinéma des années 80, tu te dis, il est comme un poisson dans l'eau. En fait, t'as vraiment un truc où
où là t'as un usage de la Steadicam où tu dis putain tous les plans sont vraiment, tu les prends dans la tronche et hyper intéressant. Ce qui sera pas forcément le cas pour ses films suivants en plus. Qu'il a fait plus en Europe quoi. C'est un peu son dernier grand film, donc il fait juste après The Big Red One, qui était son grand film sur la Seconde Guerre mondiale justement, et c'est un peu son dernier grand film. J'ai l'impression. Après il fera Sans espoir de retour, quelque chose, et des choses comme ça qui sont pas autant justement où tu le sens pas autant investi en fait. Ouais. Et là t'as quelque chose qu'on a fait, il y a rien à jeter dans le film en fait. Ouais, c'est d'une efficacité redoutable et ouais comme tu le disais, moi je trouve ça assez incroyable que le film ne paraisse pas plus. Je pense à ce plan je trouve d'une frontalité incroyable et génial de ce dresseur noir qui relève son t-shirt avec sa peau noire qui est plein cadre devant le chien et qui a un acte politique et esthétique en fait hyper fort. Oui. Tu dis, et c'est une idée en fait qui pourrait paraître complètement plaquée, qui pourrait être hyper théorique, hyper intellectuelle, et en fait qui a une efficacité spectaculaire totale en fait. Et ça c'est vraiment une des grandes forces du cinéma américain. White Dog, dressé pour tuer de Samuel Fuller, qui reste à ce jour encore en France indisponible, en tout cas en objet, un DVD ou Blu-ray, dont on va entendre aussi un extrait de la bande originale qui a été composé par Ennio Morricone. Ce qui ajoute énormément aussi à ce qu'on peut ressentir du film. Et puis juste après cette pause où on entendra aussi des extraits de Monsieur Alain Gessuat, on parlera enfin des chiens d'Alain Gessuat. Tu vois, dans 2 minutes, le père Marc... Et puis, plus rien. Écoute, mon vieux, tu devrais consulter le docteur Valois. Je vous avais prévenu. Qui aime bien, espionne bien. En plus du système de sécurité vidéo, j'ai un magnétophone branché en permanence. Et ça, vous n'y avez pas pensé. Vous voulez que je continue? Oui, je trouve le rendu des voix exceptionnel. Oui, pour devenir comme toi et les autres. Jamais, je préfère me suicider, tu comprends? Seulement moi, je ne veux pas me rater. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit conseil à te demander. Faudra que vous m'indiquiez la marque des amplis, ça m'intéresse beaucoup. Si j'essaye de me jeter de là, je risque de m'accrocher à la lettre. Tu vois? Vraiment? M'accuserait de plagiat.
M'embêterait beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Bah voilà. Si tu sautes d'ici, en prenant bien ton élan... Je pense qu'il y en a 25 comme ça. Il n'y a aucun qui se risque. baladent dans la nature, mais... T'as pas Qu'est-ce peur que je vais faire? dans le vide? Qu'est-ce que je vais faire? En cas d'accident de la circulation, il y a triplement automatique du capital. Durieux, j'ai la preuve que vous avez voulu escroquer la compagnie. Une bagatelle de 3 millions de francs. Ah oui? C'est une bagatelle pour faire d'une mort gênante une campagne de publicité bien vivante. Imaginez un film sur l'enterrement de Marc Lebel. Avec, à ses côtés, le directeur et les cadres de la compagnie, ces beaux enfants, dans leur villa ensoleillée. Quoi? Il s'agit de la vie d'un homme et vous... Oh, je vous en prie, docteur, nous parlons affaires. Vous venez d'entendre un extrait de la bande originale de Dressé pour tuer. Juste avant, c'était un extrait des Chiens de Jessua. Et là, à l'instant, c'était un extrait d'un autre film de Jessua qui n'a rien à voir avec les chiens, mais je trouvais ça chouette de le passer maintenant. C'était Paradis pour tous de 82, le dernier film de Patrick Devers aussi. Jessua, dont on a déjà évoqué le nom plusieurs fois, je crois, dont le film Les Chiens sort donc en ce moment dans la collection de Jean-Baptiste Torret, Make My Day, qu'on attendait depuis quelque temps, même s'il était déjà disponible chez Studio Canal en DVD notamment, mais qui avait donné envie justement il y a quelques années de faire cette émission spéciale Chiens. Un film particulier que dont Antonin m'avait parlé, en fait, me le présentant comme un film fantastique, en fait, un film où les gens se transformaient en chiens. Et j'étais très très surpris en fait quand je l'ai découvert, puisque le film à aucun moment n'utilise des effets spéciaux ou n'est fantastique justement, ou ne prétend même que les gens se transforment en chiens. Désolé si je... Ouais. Justement, je voudrais te lancer là-dessus parce que c'est comme ça que tu me l'avais présenté. Et moi, ça m'avait beaucoup troublé. C'est en effet un film d'anticipation, encore une fois, même esthétiquement, qui me fait penser un peu à Orange Mécanique, en fait, qui reste au-dessus de cette émission, en fait, même si dans Orange Mécanique, il n'est pas question de chiens, mais esthétiquement, les chiens me fait penser à Orange Mécanique, donc il y a un côté anticipation, il y a un côté, en effet, troublant dans ce qui se passe chez les gens, mais j'étais surpris par la façon dont tu me l'avais présenté à l'époque. Ouais, parce que c'est ce qui est saillant dans le film, j'ai l'impression, même si au final, si on devait pitcher le film, en fait, ça serait juste parce que voilà, faut le pitcher, c'est juste un médecin interprété par Victor Lanoux qui débarque dans un cabinet à Marne-la-Vallée, enfin qui n'est jamais cité, mais dont on sait maintenant que c'est Marne-la-Vallée, qui est donc à cette époque-là, en tout cas, une ville qui sort de terre et qui découvre peu à peu que la plupart des patients qui reçoit sont tous là pour des morsures de chiens et qui en fait devinent que la plupart des petits blancs qui vivent dans cette banlieue pavillonnaire ont une sorte de peur panique hyper en tout cas contagieuse et anxiogène et complètement xénophobe de tout ce qui est un petit peu différent d'eux, et on devine que c'est au début une population noire qu'on devine forcément affecté à la construction de ces nouveaux quartiers, et qui aussi va concerner une population de jeunes blousons noirs. On est quand même dans un film qui est antérieur aux années 80, je pense que on est en 79. On est en 78, complètement. Le film, ouais. Donc on reste dans une décennie quand même des chiens là. Ouais, et c'est un film qui au final suit Victor Lanoux qui est une sorte de témoin, parce qu'au final il agit très peu, il fait rien. Dans la présentation, c'est qu'on a affaire à un spectateur, il ne fait rien. Complètement, il fait rien. L'antagoniste principal, c'est Gérard Depardieu, qui est absolument incroyable. À un moment où Gérard Depardieu n'est pas non plus une immense star, mais où il joue, lui, le dresseur de chiens, qui va équiper peu à peu tous les bourgeois ou les gens de la classe moyenne, qui vont peu à peu s'équiper de chiens pour vaincre cette sorte de sentiment d'insécurité qui les habite. Donc, effectivement, quand on regarde le film comme ça, allié au fait que Jessua c'est pas un styliste très marqué, on n'est pas dans un climat complètement, on n'est pas dans une sorte d'expressionnisme, j'ai envie de dire, en termes de style. Donc
là, effectivement, il y a plusieurs ingrédients là qui disent c'est pas du tout un film fantastique. Sauf qu'en fait, il arrive là où moi je trouve que c'est le talent de Jesua dans ses meilleurs films. Et ça, je tiens Les Chiens pour son meilleur film, et avec peut-être Paradis pour tous avec Patrick Dewey. C'est des films qui sont qui ont un côté anticipation et non pas science-fiction. Et ça, je pense que c'est ce que dit Toré aussi. C'est l'anticipation, c'est dans le sens où on n'est pas du tout dans un registre de science-fiction classique avec une vision futuriste qui s'afficherait comme telle, mais plutôt comme une sorte d'accentuation d'une petite observation que Jesua aurait fait sur la société et qu'il pousserait d'un cran au-dessus. En tout cas, ça, j'emprunte les mots de Toré. Et c'est vrai que c'est un truc, moi, qui me fascine complètement, parce que je trouve que c'est vraiment un truc qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans le cinéma, que ça soit français ou même américain. C'est une vision d'anticipation qui serait presque lofi, quoi. Et moi, en fait, quand je vois ce film-là, c'est pour ça que je te l'avais proposé, enfin que je te l'avais présenté comme ça, je m'étais dit, mais regarde ça, c'est l'invasion des profanateurs des sépultures, c'est-à-dire en anglais Invasion of the Body Snatchers, parce qu'en fait, on est vraiment là-dedans. Invasion of the Body Snatchers, c'est évidemment une très grande date dans l'histoire du cinéma science-fiction. C'est un film de Don Siegel, américain, qui raconte des gens qui peu à peu dans une ville vont être remplacés par des cosses extraterrestres qui s'emparent de leur corps et aussi de leur âme et qui reproduit une humanité de façon mécanique. Et un grand témoin aussi dans ce film-là, le héros se rend compte qu'il y a un problème. Même si ce mec-là me dit que c'est ma femme, cet homme me dit que c'est ma femme, c'est pas ma femme, je ressens qu'il y a une sorte de bizarrerie. Et j'ai l'impression que que Jesua a vachement travaillé ce motif-là, et c'est le cas de Paradis pour tous, c'est le cas de Traitement de choc, et c'est le cas de Les Chiens. C'est plus flagrant dans Paradis pour tous, justement. Oui, complètement. Et je pense que moi j'ai l'impression qu'en tout cas dans cette trilogie-là qu'il a pu faire, on est vraiment là-dedans. Moi, c'est un film que je trouve incroyable, de toute façon déjà vraiment dans le film même, hein, je trouve que c'est un film qui a la séquence avec Depardieu qui dresse les chiens juste avant. C'est vrai que c'est assez fascinant d'entendre ça et à voir. C'est encore voilà, il joue sur la séduction de Depardieu. Il y a quelque chose d'assez fou qui se passe là-dedans, parce qu'il y a un moment t'as presque envie d'avoir un chien, justement. Il te met dans ce malaise complètement gestual, en fait. Et en fait, je pense que c'est un truc, on sait que l'invasion des profanateurs de sépulture avait été une date aussi du cinéma anticommuniste, qu'il avait été lu comme ça pour beaucoup de personnes, complètement. Et moi, les chiens, j'ai l'impression que voilà, on est aussi non pas sur un cinéma anticommuniste, mais en tout cas qui véhicule cette idée de, c'est le grand sujet de Jesua, c'est la déshumanisation. C'est qu'à un moment, qu'est-ce qui fait qu'une société va complètement être suffisamment avoir une puissance aliénante au point que les humains vont être complètement dépossédés des qualités fondamentales de l'humanité. Et là, dans les films que je viens de citer, il y a ça, et dans Les Chiens, ça me paraît encore plus probant. Et c'est vrai qu'en regardant le film, moi je me dis, mais c'est complètement fou d'arriver à une sorte de registre de fantastique hyper discret, comme ça, hyper inquiétant, où ça passe, en fait, finalement, que d'un coup, tu as un personnage où tu te dis, mais ça y est, il a un chien, il est devenu une sorte d'extension de son chien. C'est plus le chien qui est l'extension de lui-même, comme c'est le cas de beaucoup de films sur des chiens, et que même dans la vie tout court, on se dit, bah, le chien est une extension de l'humanité. Là, c'est finalement l'être humain est l'extension de son chien. Et finalement, Jesua, dans une forme relativement discrète, finalement travaille cette idée-là, d'un travail, d'une montée, non pas d'un fascisme, ça serait beaucoup dire, mais de quelque chose qui va être, pour le coup, à l'époque, hyper visionnaire. Mais là, on se dit, bah oui, c'est vraiment hyper probant, et 10 ans plus tard, c'était hyper probant, 20 ans plus tard, c'était hyper probant, et 40 ans plus tard, c'est toujours hyper probant. On dit, là, on a vraiment cet effet de meute qui va être complètement géré de façon formelle, et dans le cadre de ce scénario que je trouve assez dingue. Parce que c'est vrai c'est ça qu'il a un peu de particulier par rapport à Paradis pour tous, par exemple, qui fera plus tard, qui est encore un film Body Snatchers, mais c'est vrai que là, il y a ce rapport à l'insécurité, cette peur de l'insécurité, en fait, qui envahit, qui gangrène, en fait, une ville et tous ses habitants. Et c'est là où, du coup, les chiens ont leur place. C'est vrai, quand tu vois Paradis pour tous, par exemple, le Body Snatchers, il sera plus influencé, par exemple, par la communication et la publicité. Oui. C'est vraiment le grand truc, et ils seront là-dessus. Ce qui rend la chose aussi très inquiétante. Et aussi l'idéologie du bonheur, aussi, dans Paradis pour tous. Mais ce qui est
toujours aussi probant aujourd'hui d'ailleurs. Mm. Mais c'est vrai que du coup, il y a un sujet particulier quand même affilié à à une forme de body snatchers. Et c'est vrai qu'il a une façon de traiter ce sujet qui, contrairement à Don Siegel ou aux différents remakes américains qui remplacent uniquement les gens, ce qui était déjà suffisamment inquiétant, là, il leur ramène à vraiment une thématique très particulière. Ouais. Et dans Les Chiens, par exemple, cette thématique, c'est justement cette peur de l'autre, en fait, et puis cette peur que l'autre fasse quelque chose de mal, qui nous viole, qui nous vole, qui nous agresse, qui nous n'importe quoi, qui nous vole notre travail. Mais c'est ramené à ça, grosso modo, aux inquiétudes de l'extrême droite, quoi. Voilà, c'est que mais de façon, encore une fois. Aujourd'hui, de voir ça aujourd'hui, Les Chiens de Jeshua est extrêmement d'actualité. Ah oui, complètement. Ah ouais, c'est qui continue de rendre le film inquiétant. Ouais, complètement. Et puis je pense que ça, c'est un film, moi que j'adore ce film. Vraiment, je le tiens vraiment pour un très grand film obscur du cinéma français. Et d'autant plus, et je recite cinéma français parce que je me dis, c'est aussi un film qui fait quelque chose avec l'architecture de la France. Et ça me paraît un truc qui me manque moi vachement dans le cinéma français, c'est qu'à un moment il faut aussi faire avec ce qu'on a devant les yeux, quoi. Et Les Chiens en fait tirent un parti formel extrêmement important d'une architecture qui est très française, qui correspond justement à ces nouveaux quartiers qui naissent autour de Paris, mais pas que. Enfin, il y en a partout, il y en a à Rennes et tout ça, des quartiers qui sortent de des villes, qui sortent de terre, des quartiers qui sortent de terre. Une architecture extrêmement géométrique. Et je trouve qu'il en tire un parti en termes de cadre. Je pense que, enfin, en termes de cadrage, Les Chiens, c'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment hyper beau, quoi. Il y a, enfin, hyper beau et surtout hyper opérant, quoi. Il est mort il y a 3 ans, 4 ans. Il est très attaché à l'architecture. Dans Paradis pour tous, c'est pareil. Enfin, il y a un côté de l'espace, enfin les villas, les machins. C'est très très important. Moi, il me fait penser en effet beaucoup. Tu parlais de Robocop tout à l'heure, mais il me fait penser beaucoup à Verhoeven, au Verhoeven du Robocop justement. Ouais. Quoi. Bah, je pense que t'as ce truc où le cinéma américain a dû être fort à un moment pour ça parce qu'il faisait venir des cinéastes étrangers qui regardaient vraiment ce qu'il y avait devant leurs yeux. Nous, on peut pas regarder ce qu'on a devant leurs yeux. C'est devant nos yeux. On peut pas prendre du recul. Un cinéaste étranger, il a ça. Et Jeshua, il avait cette qualité-là, je pense. Mais c'est aussi le cas de quelques autres cinéastes des années 70. Mais de pouvoir vraiment voir ce truc-là qui apparaît et de pouvoir en tirer un parti formel. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une beauté dans ces trucs-là. C'est aussi que c'est pas un jugement. C'est pas chez Godard, il y a ça des fois dans la vision qu'il pouvait avoir des HLM qui se montaient, un truc très dans le jugement et tout ça. Vraiment esthétique, d'en faire un objet esthétique. Ou de faire un objet esthétique et surtout d'avoir un jugement un petit peu péremptoire là-dessus. Mais en fait, là, ce qu'il y a de fort, moi, je trouve dans les Chiens, c'est que à la fois, t'as quand même une sorte d'amour pour cette architecture qui arrive et d'arriver à pointer, de faire naître l'inquiétude de ça. Et surtout, là où c'est hyper opérant, c'est que effectivement, chez lui, il y a une dialectique entre, par son sujet même, entre l'état de nature, à savoir que voilà, Depardieu, il opère dans une sorte de chenil qui est plutôt dans une nature un petit peu sauvage, dans une forêt. Donc t'as ce côté-là, et on a tout ce côté un petit peu ce rapport, enfin cette dialectique qui est mise en place entre un rapport à la nature, ce rapport à quelque chose d'organique. Il fout la main dans le cul d'une chienne pour lui retirer ses chiots. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Il y a un côté plutôt minéral, architectural, très 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 vraiment mathématique, presque à l'architecture. Donc t'as tout ça qui est mis en place et dans un film que je trouve vraiment un des films français les plus inquiétants qui existent, quoi, et qui est vraiment un très très grand film. Jeshua, on en parle, c'est vrai que je lisais encore quelque chose sur lui, sur le fait qu'il n'était pas, même si le grand public ne le connaît pas évidemment, Alain Jeshua, mais qui restait auprès des cinéphiles en fait. Quelqu'un qui n'était plus à découvrir puisqu'il a déjà eu sa rétrospective à Cinémathèque, que Scorsese arrête pas de dire que La vie à l'envers, que je n'ai toujours pas vu, mais est l'une de ses influences les plus importantes de son histoire de cinéphilie. Et malgré tout, en effet, il y a aujourd'hui en France, personne ne connaît. Non, ça c'est. Ouais. Et il a continué plus tard en faisant des choses un peu particulières. Moi, c'est vrai que parce que j'ai pas tout vu d'Alain Jeshua, l'un des derniers que j'ai pu voir, c'était le Frankenstein 90 avec Jean Rochefort et Eddie Mitchell, qui était quand même particulier. C'est-à-dire qu'on sait pas exactement si c'est un nanar, un navet
ou un objet vraiment cool. Mais bon voilà, c'était pour dire que Alain Jessuat aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est pas. Ah non, il a pas sa place encore dans la carte, c'est clair. En fait, moi je pense que dans le DVD, quand Toré te dit, bah voilà, vous allez revoir le film, vous allez sûrement plus le revoir que le voir. Je pense qu'il se méprend sûrement parce que beaucoup de gens n'ont jamais vu Les Chiens. Il y a aucune chance d'avoir vu Les Chiens. Enfin, à part si effectivement on est vraiment sur les réseaux cinéphiles. Ouais. Et en fait, ce film-là gagne à être connu et c'est clairement, Jessuat, c'est vraiment une galaxie solitaire. On parlait il y a pas si longtemps que ça de Asphalt de Denis Amar, dont on disait que c'était vraiment, il correspondait à une sorte de galaxie de cinéastes et de films qui apparaissaient à la fin des années 70 et début 80, de gens hyper particuliers dont des films étaient vraiment très obscurs. Enfin, il fallait vraiment faire un effort pour accéder à leur vision et surtout c'était des films qui étaient absolument pas du tout dans l'imaginaire d'un grand public ou même d'un public moyen, quoi. Je veux dire, là c'est vraiment, et pourtant Jessuat, la plupart des films sont tout à fait complètement regardables aujourd'hui et hyper pertinents. Enfin, genre Traitement de choc, beaucoup les Bretons connaissent, c'est tourné à Belle-Île. Enfin voilà, on a parlé pour tous. En plus, ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment des grandes stars à chaque fois, hein. Delon, Depardieu, Lanoux, Girardot, voilà. Et t'aurais dit, hein, c'est pour lui en tout cas, l'un des derniers cinéastes du milieu justement à ce niveau-là en fait. Ouais, moi je pense que c'est se méprendre de dire ça. Je pense que ça a jamais été un cinéaste du milieu. Hein, mais justement, c'est par rapport au fait qu'il utilise. Alors, il est temps qu'on arrête cette émission, mais voilà, justement, c'est des grandes stars. C'est présenté comme un film populaire. Enfin voilà, qui va être présenté au grand nombre parce que justement il y a des stars. T'étais pas d'accord justement avec moi tout à l'heure pour dire que Boivin voulait faire un film populaire. Pour moi, ce que c'était, enfin, Jessuat il rentre là-dedans complètement, quoi. C'est vrai, mais c'est pas pour dire que c'est le dernier. Je suis pas d'accord du tout parce que pour moi, Sautet continue encore beaucoup après, par exemple. Mais le fait est que si il rentre là-dedans parce que c'est un cinéma exigeant, mais justement qui a pas une forme suffisamment bizarre pour être du côté des Godard, de la nouvelle vague, n'importe quoi, et pas non plus, justement, on est très très loin d'un cinéma qui à l'époque et le cinéma populaire, c'est les comédies françaises, la 7e compagnie ou des choses de ce genre. On est dans un entre-deux, dans le cinéma du milieu, qui a les moyens. C'est vrai, quand tu vois un film de Jessuat, même Paradis pour tous par exemple, tu dis il y a eu des moyens, et il produisait lui-même ses films, mais il a des moyens conséquents, des acteurs populaires, extrêmement populaires, pour faire un objet extrêmement particulier en fait, et à sa manière très exigeant en fait. Et c'est là que le cinéma du milieu, pour moi, mais t'as raison. On va devoir arrêter malheureusement. On arrêtera d'ailleurs, on se quittera sur un extrait non pas des Chiens mais de Baxter de Boivin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission n'était pas à la hauteur, je pense, de la première que nous avions faite il y a 5 ans. Mais tant pis, on l'a faite quand même. On espère qu'elle a été enregistrée pour ce coup. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission et d'être venu dans les studios de Canal B pour l'enregistrer, qui pisait. Merci à vous. Vous pouvez la retrouver bien évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis la retrouver, sinon retrouver le lien sur les différents réseaux sociaux qu'Antonin utilise. Voilà, ce sera très simple. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Des bisous. La douleur a cessé et je ne sens plus l'air froid autour de mon corps. Pourtant, je sais que le vent est encore fort car il m'amène les sons et les odeurs de la ville. Les sons me parviennent assourdis. Bientôt tombera la première neige et il y aura un moment, à l'instant où les gens se réveilleront, où le silence sera absolu. Ils seront mal à l'aise. Ils penseront au silence de la mort. Peut-être penseront-ils aussi à moi, certains sans doute, l'enfant sûrement.